Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée au film Saw, titre pouvant être à la source d'une pluralité de blagues que je ne vous infligerai pas parce que je suis un mec super sympa. Saw est un film sorti en 2004, il est réalisé par James Wan et compte parmi ses acteurs Cary Elwes, un acteur qui me fait vachement penser à Viggo Mortensen, mais c'est possible qu'il n'y ait que moi, Danny Glover, Like Vanel et puis bien sûr Monica Potter. Saw, de quoi ça parle? Eh bien le film démarre et nous sommes introduits à deux personnes qui se réveillent dans un endroit sordide et il s'avère que ceux-ci ont leurs jambes enchaînées, ils ne peuvent donc partir. Et histoire de renforcer l'aspect sordide de tout cela, il s'avère que se trouve au milieu de la pièce un cadavre d'une personne s'étant apparemment fait sauter la cervelle avec un revolver. Donc nous nous retrouvons dans une ambiance assez glauque et malsaine, mais cela ne s'arrête pas là, car nos deux prisonniers découvrent un magnétophone accompagné de deux cassettes contenant un message pour chacun des protagonistes. Et là forcément tu te demandes ce que peuvent bien indiquer ces messages. Eh bien je ne te le dirai pas afin de conserver le mystère. Non, je déconne, on s'en fout, c'est juste que l'on apprend que l'un des deux hommes dispose d'un temps imparti pour tuer l'autre, sinon il ne reverra jamais sa femme et sa fille. La situation prend alors une tournure bien plus alarmante, et le compte à rebours est alors lancé, et il faudra que nos héros fassent preuve d'ingéniosité afin de s'en sortir, sinon la mort sera au rendez-vous. Eh bien si tu n'es pas content mon cher, tu n'as qu'à trouver refuge dans d'autres chroniques. Alors cette fois, pour aborder ma critique, il nous faudra en premier lieu revenir sur le cinéma d'horreur, mais en s'intéressant essentiellement aux clichés qui y sont rattachés. Enfin, quand je parle de clichés, je ne parle pas des codes usités par ces films, mais des clichés que l'on peut entendre quand on évoque ces dix films. Je parle de ces réflexions qui rabaissent les films d'horreur à des navets insipides, dont la seule volonté est d'aligner des scènes ultra-violentes et indigestes. On pourrait me dire qu'il ne s'agit là que de quelques propos égarés, mais quand par exemple on voit les articles traitant de la violence dans Game of Thrones, on se rend rapidement compte que ce ne sont pas tellement des paroles tenues par quelques vieux ermites vivant reclus dans le fin fond du Larzac. Évidemment, quand on est confronté à ce genre de situation, l'affaire est assez simple pour contre-argumenter. Du fait qu'il existe un très large panel d'œuvres horrifiques, il est aisé de s'appuyer sur de nombreux grands films pour témoigner du fait que oui, le cinéma d'horreur, ça peut être vachement bien. Ne serait-ce qu'en parlant des films d'épouvante, qui arrivent à faire naître en nous un effroi viscéral en se basant sur une atmosphère et non sur des effets ultra-violents. Comme on dit, suggérer est bien plus terrifiant que montrer. Et puis, plus généralement, quand on évoque le cinéma d'horreur, ce que l'on aime bien souligner, c'est le fait que certaines œuvres sont dérangeantes sans pour autant recourir à des scènes gore ultra forcées. Après tout, j'ai moi-même pu souligner dans ma chronique sur The Devil's Reject que je trouvais le film brillant parce qu'il parvenait à être vraiment malsain par l'utilisation de scènes légères. Sauf qu'en définitive, quand on évoque tout cela, on arrive à une impasse, en stigmatisant la violence, en la rabaissant à un procédé éculé et facile, en induisant de ce fait que ceux qui y ont recours ne sont que des réalisateurs sans personnalité ou imagination. Ce qui fait qu'au final, on ne peut pas dire que l'on ait fait beaucoup avancer le schmilblick. Le but sera alors de s'intéresser un peu plus sur cette défiance existante à l'égard des films gore, et surtout pourquoi est-ce que chez certains cela constitue le penchant négatif dans lequel le cinéma d'horreur s'engouffre. Eh bien la réponse peut être résumée en deux mots. Torture, porn. Pour les personnes qui n'auraient jamais entendu ce terme, le torture porn constitue une catégorie de fiction que Wikipédia définit comme des histoires dramatiques souvent désespérées et rarement avec un happy end, où des individus vont se retrouver à la merci de sadiques pervers agissant en solo mais aussi quelquefois en groupe. En gros, pour résumer, il s'agit d'œuvres mettant en avant explicitement la souffrance d'individus par différents moyens. Et sur la page Wikipédia, il est aussi indiqué que ce terme est apparu dans le début des années 2000. Ce qui ne signifie pas pour autant que les films pouvant s'apparenter à ce genre sont apparus à ce moment. Bien sûr, il en existait déjà auparavant, mais on peut dire qu'il s'agit d'un moment où il y a eu une résurgence du genre. En effet, il s'agissait d'une période où le torture porn fleurissait, et on peut affirmer sans aucun doute que notre film du jour et les suites qu'il a pu engendrer ont clairement participé à l'effervescence autour de ce genre. De là à dire qu'il s'agit d'un pilier central de cette tendance de l'époque, il n'y a qu'un pas, que je franchis avec l'allégresse d'une lionne se jetant sur le dernier nez d'une gazelle. Je me rappelle de l'époque de la sortie des deux premiers opus, j'étais au collège et c'était un petit peu les films événements que pas mal de gens voulaient voir, histoire de prouver qu'ils pouvaient faire comme les grands. Moi évidemment je n'en faisais pas partie parce que j'étais beaucoup plus mature. Alors là pas du tout, j'étais super vaillant comme garçon. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'à l'époque, le torture porn devenait en un sens mainstream, alors qu'à la base, il s'agissait surtout de productions indépendantes, qui connaissaient des distributions assez discrètes, même si certaines pouvaient jouer d'un impact retentissant dans les médias. Ce qui est assez logique, puisqu'il aurait été très difficile d'imaginer prévoir un budget de plusieurs millions de dollars pour une œuvre qui aurait une distribution limitée, du fait qu'elle visait un public restreint, ce qui d'un point de vue de la rentabilité n'aurait pas tenu.
Voilà, il s'agissait alors jusque-là surtout d'un cinéma bis, mais à cette période des années 2000, le genre avait plutôt le vent en poupe. Bien sûr, les films ne sont pas vus dotés de budgets faramineux, par exemple dans le cas de la saga Saw, le chapitre final, qui est le plus cher de toute la saga, n'a été doté que d'un budget de 20 millions de dollars, ce qui reste 10 fois moins que Titanic, mais 20 fois plus que le premier Saw. Et c'est justement pour cela que j'avais envie de chroniquer le film Saw, de comprendre ce qui a pu faire que le torture porn fut à un moment une sorte de maître étalon pour les films d'horreur. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'on ne peut pas dire que cette tendance est perturbée outre mesure. Non, maintenant les canons mis en place pour le cinéma d'horreur, ce sont ces putains de jumpscares balancés à la tronche des spectateurs. Et aussi, si je m'intéresse au cas de Saw, c'est parce qu'il s'est imposé comme un fier représentant du torture porn, du moins en tout cas du torture porn mainstream. C'est vrai que quand on parle de ce genre, on a rapidement tendance à évoquer cette saga. Regardez, même Karim Debache le fait. J'ai même tendance à trouver la mode des tortures porn à l'assaut assez vulgaire. Ce qui m'intéresse alors, c'est de savoir si cette saga justifie les critiques acerbes que l'on a évoquées à l'instant. En gros, est-ce que Saw n'est qu'un film débilement gore et outrancier ? Ce qui induit par conséquent que tout ce que je pourrais dire ne pourra concerner que ce film et aussi un petit peu la saga en général. Je ne tiens pas à faire de généralité sur le torture porn. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne fais pas une vidéo plus générale sur le genre, eh bien la réponse est simple, je m'y connais pas du tout dans ce domaine. À vrai dire, le torture porn, c'est à mes yeux un peu comme le cinéma des frères Dardenne. Ce n'est clairement pas un genre vers lequel je me dirige naturellement en tant que spectateur, cela me rebute dans les deux cas. Si j'avais à choisir entre Hostel ou Le Gamin en vélo, eh bien je ne saurais que faire. Je pense que j'opterai pour l'option revoir Prometheus une troisième fois. Ouais, c'est à ce point-là. Après, oui, j'ai quand même un peu vu quelques œuvres dans ce domaine, parce que j'aime bien les œuvres viscérales et dérangeantes, mais le côté sadique ne m'emballe pas. Ceci étant dit, parfois, avec le mélange des genres et tout, eh bien on y arrive forcément. Mais passons sur ces digressions, ma foi intéressantes mais inutiles, pour nous concentrer sur notre film du jour. Saw, premier du nom, est un film particulièrement efficace, et ce, dès les premières minutes de son récit. Le début est en mon sens une belle démonstration de comment parvenir à poser une ambiance malsaine et oppressante. Le film arrive parfaitement à retranscrire le sentiment de peur, mais aussi, et même surtout, d'incompréhension de ses deux protagonistes, parce que la véritable réussite du premier quart d'heure est vraiment de plonger le spectateur en plein mystère, en lui laissant bien le soin de se demander pourquoi les personnages sont enfermés. Et c'est bien cette interrogation qui donne beaucoup de sa saveur au début de l'intrigue, même si malheureusement on peut dire que Saw est victime de son succès, parce que maintenant, la plupart des gens connaissent, sans même avoir vu le film, les tenants et aboutissants de la trame scénaristique générale. Pour ma part, je savais déjà ce qui allait se produire dans les grandes lignes pour les 3 premiers films, avant même d'entamer la vision du premier. Mais heureusement, on se laisse prendre assez aisément au jeu. La suite du film aura donc pour intérêt de nous dévoiler au fur et à mesure l'intrigue, afin de percer à jour le mystère qui l'entoure, et c'est à partir de là que quelques difficultés surgissent. Puisque pour que l'intrigue avance, il nous est souvent présenté des séquences se passant à l'extérieur des lieux où sont enfermées les deux personnes. Et ce qui est dommage, c'est que l'on perd en immersion. Le film aurait sûrement gardé bien plus de son intensité s'il avait décidé de concentrer son action dans le même lieu, un peu comme dans Cube ou plus récemment dans Buried. Et cela pour une raison très simple, parce qu'en faisant tous ces va-et-vient avec l'extérieur, on perd un peu de l'alchimie que l'on éprouve avec les deux protagonistes. Parce que si le début fonctionne bien, c'est parce que l'on est au même niveau que ces personnages. On éprouve nous en tant que spectateurs ce que eux éprouvent en tant que prisonniers. Sauf que si on ajoute des scènes de flashback afin d'étoffer leur background, finalement on annihile ce sentiment d'identification brute et immédiate, et l'on a la sensation de simplement se retrouver avec un banal personnage fictif. Parce que le vrai problème, c'est que la caractérisation des personnages reste très convenue. Surtout qu'en plus des flashbacks des victimes, il faut compter sur tout un tas de séquences nous montrant d'autres personnages, notamment les enquêteurs ou même le tueur, ce qui implique une multiplication des points de vue, ce qui une fois encore est assez regrettable, parce que à mes yeux ce genre d'expérience assimile surtout un survival, et il est généralement d'usage dans ce cas de ne pas multiplier les personnages, mais surtout de ne pas chercher à trop nous en dire sur leur histoire, leur personnalité doit se traduire naturellement à l'écran. Après, tout cela peut se comprendre dans le sens où le film est en réalité construit comme un polar, avec une intrigue policière où différents éléments seront mis bout à bout afin d'arriver à la conclusion finale. Et le but sera constamment de brouiller les pistes, et forcer de constater que cela fonctionne plutôt bien. D'autant que les retours en arrière présents sur la première partie du film ont pour but à terme de nous conduire à une situation présente, de voir comment les charmants messieurs se sont retrouvés dans cette situation, mais surtout de nous présenter des événements se déroulant en parallèle de leur séquestration. Et ces événements parallèles extérieurs renforcent la tension car accentuent le danger. Surtout quand le compte à rebours lancé en début de film se rapproche de la fin. Ce qui fait que l'intrigue se tient bien dans l'ensemble et parvient à être efficace. Malgré le fait que l'on pourra déplorer que l'enquête policière n'ait pas de réelle incidence sur la trame principale, car se déroulant en amont de celle-ci, et n'a donc au final aucune autre utilité que de nous en dire plus sur le tueur et ses motivations, et aussi pour justifier de séquences pas réellement nécessaires, où l'on peut voir certains pièges concoctés par ce dernier. Et puis il y a aussi le fait que certaines révélations sont assez superflues. Mais bon, l'intrigue se tient quand même bien dans l'ensemble. Mais ce qui donne vraiment son charme à Saw, c'est son atmosphère glauque qui émane tout au long de l'œuvre, qui est due en grande partie à l'insalubrité des décors dans lesquels les différentes scènes ont lieu. Parce que ouais, dans la grande majorité, les lieux du film font glauque.
Même les endroits communs comme un commissariat ou la chambre d'une petite fille dégagent une ambiance malsaine. Même si là ce n'est pas tant dû au décor qu'à la photographie, le film use d'une lumière assez sombre, les couleurs sont assez mornes, ce qui fonctionne très bien dans ce contexte, car il en ressort une constante sensation d'oppression, même si parfois certains décors font surtout bon marché. Comme là par exemple, je ne vois pas un parking, mais une vieille grange dans laquelle on a voulu caler quelques voitures histoire de faire genre. Mais bon, là j'avoue pinailler comme un bon gros facochère. Et le tout est très bien servi par la mise en scène, même s'il y a quelques trucs qui me chiffonnent, mais j'y reviendrai après. Quand il s'agit de traduire et de mettre en exergue le malaise des personnages, ou aussi quelques séquences de tension, le film fait preuve d'une sobriété salvatrice. La caméra arrive à bien capter leur angoisse, qui devient alors réellement palpable pour le spectateur. Puis le montage accompagne le tout de manière très cohérente en étant posé, laissant durer chaque plan afin que l'on s'imprègne bien de cette atmosphère pesante. Mais il se montre aussi bien plus incisif quand il s'agit de nous faire ressentir quelques pointes de stress. Une séquence qui illustre bien cela est l'une des toutes premières scènes où les séquestrés essayent de scier leur chaîne. Des plans ne dépassant pas les 2 secondes, quelques mouvements de caméra et zoom assez brusques, agrémentés de quelques inserts, et voilà, c'est emballé ma germaine. Un formalisme simple mais efficace afin de créer un instant de tension tout à fait palpitant. Mais il y a tout de même une difficulté qui intervient. Le fait est que Saw ne fait pas toujours preuve de sobriété, parce qu'il arrive que le film succombe à des effets beaucoup plus putassiers quand il s'agit de réellement faire péter la sauce, comme on dit. Comme le montrent ces séquences en accéléré, ou ces moments où le montage devient purement épileptique, chose que je n'apprécie guère, et en plus, histoire d'apporter une jolie cerise d'un rouge bien écarlate sur le gâteau, le film nous gratifie parfois de bons gros jumpscares des familles. Le souci étant que je trouve ces procédés galvaudés, éculés, clichés et plein d'autres adjectifs en et qu'à chaque fois ça m'a plutôt fait sortir du film. Ceci étant dit, ce que je suis en train de dire là ne relève que du pur ressenti, car quand bien même je trouve ces procédés faciles, ils ne sont pas usés n'importe comment, toujours avec une certaine parcimonie, et aussi de manière assez justifiée. Afin de mieux illustrer mon propos, je vais prendre le cas de cette course-poursuite en voiture, qui pris comme ça, hors de tout contexte, ne ressemble à rien, mais dans le cadre du film, eh bien cela est cohérent. Outre le fait qu'il n'y avait sûrement pas assez de budget pour faire une vraie course-poursuite digne de ce nom, c'est surtout qu'une vraie course-poursuite n'a pas sa place ici, puisque le but est surtout de nous montrer brièvement le déplacement des personnages d'un point A à un point B. Et comme ici on n'est pas dans The Dark Knight Rises, on ne peut pas simplement téléporter un personnage au bon vouloir du scénario. Il faut alors se servir de ce genre de transition. Et comme en plus cela arrive à un moment où tout part en couille, et qu'il s'agit d'un moment où 2 séquences se trouvent être mis en montage alterné, eh bien le procédé mis en œuvre ici permet de maintenir un certain dynamisme. D'où le fait que l'on peut dire que son utilisation est pertinente. Mais c'est surtout parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, l'utilisation de tous ces procédés n'est jamais outrancière et n'en devient jamais redondante. Et en conclusion, c'est ça qui caractérise de manière globale ce qui fait la force de Saw, d'être une œuvre cohérente et bien structurée. Parce que même si j'ai pu tout au long de cette critique fustiger de nombreux points ci et là, eh bien jamais cela ne vient réellement atténuer la qualité de l'œuvre. Selon moi, Saw est une œuvre bien rodée, dont le seul véritable reproche que j'aurais à lui faire, c'est de ne pas être transcendante et de manquer d'audace. Au final, Saw n'est pas exceptionnel, mais c'est efficace. C'est le mot qui, d'après tout ce que j'ai pu dire, caractérise le mieux le film. Et je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Bah non, j'ai fait le tour du fond, de la forme. Oui, je n'ai pas parlé de la musique, en effet. Bah ça va, elle accompagne bien le tout, notamment le thème principal qui est assez stressant. Bah, il y a les acteurs, mais je n'ai pas grand chose à faire remarquer, hein. Leur performance est correcte, sans qu'il y ait vraiment quelque chose à souligner, donc bah, je ne vois pas trop. Mon intro. Oh putain oui mon intro. Oh putain oui tout le blabla que j'ai fait autour de la violence, du gore, du torture porn. Et puis en plus cette fameuse question de savoir si Saw est une œuvre pouvant illustrer le caractère grotesque du torture porn. Eh bien d'un sens oui, mais il faut bien suivre le raisonnement que je vais développer. Durant toute cette critique, je n'ai fait aucunement mention du caractère choquant du film, et ce pour une raison très simple. Le film n'est pas particulièrement violent. Il est vrai qu'il y a quelques passages assez trash, mais ce n'est jamais excessif. Le seul véritable moment où l'on peut assister à une scène de mutilation n'intervient qu'en fin de film, et même ça ce n'est pas montré de manière frontale. Il y a aussi les quelques autres pièges du tueur, mais ce n'est jamais que des passages extrêmement brefs, sauf pour un. Donc au final, le côté sadique et malsain ne ressort pas vraiment. En réalité, la violence, au même titre que les effets de style que j'ai pointés du doigt, est utilisée avec parcimonie, ce qui signifie que Saw fait partie de ce genre d'œuvre qui perpétue indirectement cette idée que l'usage de la violence doit être restreint. Et cette idée prend des proportions bien plus manifestes avec les suites de ce premier film. Car en réalité, Saw est victime du syndrome John Rambo, c'est-à-dire que les suites ont donné une image totalement faussée de la première œuvre, puisque c'est avec le deuxième opus que les films ont pris cette tournure d'ultra-violence, avec pléthore de pièges sadiques, tous plus barrés les uns que les autres, et dont le but est de montrer des scènes de souffrance plus dégueulasses les unes que les autres. Et quel est le constat que l'on peut tirer de ces suites? Eh bien qu'elles sont franchement plus nulles les unes que les autres. Ce qui est assez remarquable, c'est que tout ce que j'ai pu mettre en avant comme réserve concernant le premier film prend des proportions bien plus conséquentes dans ces nouveaux volets.
Les effets de style putassier deviennent légion dès le second film, traduisant dès lors l'incapacité des auteurs des suites à faire preuve d'une quelconque preuve d'originalité dans la réalisation de ces suites. Et puis bien sûr, les intrigues deviennent un bordel sans nom, chaque film voulant jouer la carte du twist à tout va, en multipliant les révélations absolument inutiles, en faisant de nombreux parallèles entre chaque film. Et on pourrait croire que sur ce point il s'agit là d'une bonne chose que de créer des liens entre chaque film, et d'apporter toujours plus de révélations autour de cet univers. Sauf que non, parce que cela le rend beaucoup moins captivant, car le tout est très mal amené. À partir d'un moment, un pauvre type que tu vois à 5 minutes dans Saw 3 va se retrouver à avoir une importance cruciale pour la suite, et on va comprendre que, bien en fait, il était là depuis le début. Ça n'a aucun foutu sens. Et puis le fait à chaque fois de nous présenter le personnage du tueur à l'origine de tous ces pièges, lui fait perdre toujours de plus en plus d'intérêt. Et à chaque fois, l'ultraviolence était le seul moteur de ces films, ça en devenait un argument commercial. Et d'ailleurs, à ce titre, assez amusant de constater que ces films prétendent jouer la carte de l'ultraviolence, sauf que, comme il y a presque systématiquement à chaque fois le recours à un montage saccadé et bordélique, eh bien, il en résulte qu'au final, tous les moments en nous montrant des passages barbares font extrêmement aseptiser, du fait qu'on a un amoncellement d'images, alors que si le but est de faire quelque chose de réellement perturbant, il aurait fallu faire quelque chose de bien plus posé et froid. Mais c'est peut-être là la clé de la réussite des films auprès du public, le fait de donner la sensation qu'ils regardent quelque chose de super méga provoquant, mais sans pour autant essayer de le déstabiliser outre mesure. Mais bon, ce n'est jamais qu'une piste de réflexion. Si ça se trouve, ce sont juste des effets cache-misère, parce qu'il est vrai que le dernier chapitre de Saw n'a pas autant recours à des effets putassiers et arrive à créer quelques scènes bien cradingues comme il faut. D'ailleurs, dernier chapitre qui constitue selon moi un certain regain de qualité dans la saga, car même si le tout reste assez insipide, force est de reconnaître que ce film était de bien meilleure fabrication que ses prédécesseurs. Ainsi, les opus suivants de la saga Saw auront d'une part nu à la réputation de ce dernier, mais auront aussi d'autre part donné cette sensation, en tout cas si l'on ne s'arrête que sur ces films, que les films gore ne sont que des bouts infâmes. Cependant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces films sont mauvais non pas en raison de leur violence, mais du fait qu'ils soient mal écrits, mal réalisés, mal interprétés. La violence à l'écran en tant que telle, et j'insiste sur ce point, n'est pas une mauvaise chose, quand bien même elle serait grandement plaisante. J'ai évoqué le fait que le premier film n'en faisait recours que de manière parcimonieuse, mais je ne pense pas qu'il faille voir cela comme un impératif absolu, même si je sais que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Le film évite pas mal d'écueils, il est ni trop gore, ni pas assez. Imaginez qu'on fasse le même genre de réflexion à propos des films d'action ou de comédie, ça n'aurait aucun sens. Le tout est au final de l'utiliser à bon escient, et surtout de ne pas oublier de construire une vraie œuvre derrière tout ça, d'avoir une vraie histoire. Tout comme on ne fera pas une bonne comédie en se contentant d'enchaîner les gags, on ne fera pas un bon film gore en se contentant d'aligner ça et là des scènes graphiques ostentatoires. Et c'est sur cette belle morale digne d'un épisode des Teletubbies que je vous propose d'aborder rapidement les quelques points positifs et négatifs que j'ai pu relever à l'intérieur du premier opus. Oui, pour terminer cette vidéo, on va se recentrer uniquement sur le premier film, je vous rassure. Et nous attaquons tout de suite avec les points positifs. Et le premier point positif du film est la marionnette. La marionnette utilisée par le tueur est vraiment angoissante. Regardez-la bien et vous aurez la sensation qu'elle va venir vous égorger pendant votre sommeil tout en vous récitant une comptine. Ça n'a absolument aucun sens. En tout cas, c'est vraiment une super trouvaille parce qu'au final, c'est le seul élément qui soit réellement flippant. Parce que quand tu regardes le reste du film, ok, c'est glauque, mais tu ne flippes pas. Par contre, quand tu vois apparaître cette marionnette, eh bien c'est flippant. Même quand on la voit surgir sur un tricycle. Enfin là, c'est autant effrayant que purement ridicule. Point positif numéro 2, la séquence de la capture d'Adam. Adam est l'un des deux personnages centraux, et j'aime bien la scène où l'on peut le voir se faire capturer. Parce qu'en fait, il rentre chez lui, puis s'assoupit. Et à son réveil, plus aucune lumière ne fonctionne dans son appartement, ni même sa lampe de poche. Donc pour y voir, il va avoir recours au flash de son appareil photo, et va ainsi photographier chaque pièce jusqu'à ce qu'il entende ceci. Et je ne t'en dis pas plus, à part le fait que j'aime bien cette scène pour la petite pointe de panique qu'elle arrive à insuffler. Même si l'on pourra toujours chipoter sur certains détails, comme le fait de savoir pourquoi est-ce que le tueur qui a quand même pris le temps de couper tout le courant dans l'appartement et même de désactiver la lampe du gars ne l'a pas directement attaqué pendant son sommeil. Ça aurait été plus simple. Et puis troisième point positif, alors je ne sais pas trop comment amener ce dernier point, je ne vais rien dire, je vais me contenter de ça. Oui, je sais. Et nous attaquons maintenant au point négatif. Le premier point négatif, le nom du tueur au puzzle. Non, franchement, entre nous, c'est quand même un nom particulièrement ridicule, le tueur au puzzle. Pourquoi pas le tueur au domino, le tueur au Scrabble, ou même le tueur à la bonne paye. Et puis, tant qu'on y est, ne nous limitons pas au jeu, prenons autre chose, comme des vêtements par exemple. Hein. Le tueur au manteau, le tueur à la robe, à ne surtout pas confondre avec le tueur de robe, ou tiens, même mieux encore, le tueur aux chaussettes. Enfin, je devrais plutôt dire le tueur aux saucettes. Point négatif numéro 2, le coup du stylo. Lors de l'un des tout premiers flashbacks du film, on apprend que le docteur Gordon, l'autre personne qui avait été enfermée,
avait été pendant un temps un suspect de la police, comme étant potentiellement ce fameux tueur au puzzle, car celle-ci avait retrouvé un stylo lui appartenant sur l'une des scènes de crime. Mais mis à part le fait que je trouve déjà débile le fait que la police s'imagine réellement que le tueur aurait pu par hasard laisser tomber un stylo sans qu'il ne s'agisse d'une manipulation, ce que je ne comprends pas, c'est que le docteur ne semble pas inquiet une seule seconde que l'une de ses affaires soit tombée entre les mains d'un dangereux tueur en série. Non mais mon gars, je pense que tu devrais être un peu plus paniqué que ça. Et puis dernier point négatif, le twist final. Là je m'en vais spoiler en partie la fin du film, donc si tu n'as jamais entendu parler de ce qui se passe dans le film et ne souhaites rien savoir, tu peux quitter cette vidéo. A la fin, on découvre qu'en réalité, le cadavre qui était au milieu de la pièce où sont enfermés les deux hommes depuis le début, eh bien ce n'est pas un cadavre, c'est le tueur. Celui qui tire le ficelle était là depuis le début. Et c'est ça que je trouve con, ce n'est pas la révélation en soi, c'est juste le fait que le mec soit resté là, à faire le mort pendant plus de 6 heures. Faut vraiment avoir rien à faire de sa vie pour faire ce genre de truc. Et en plus, on avouera aussi que là, il a quand même une position assez bizarre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.